everyone here in Brussels. Bonsoir, bienvenue à tous à Bruxelles. Bienvenue également à tous ceux qui nous suivent à distance. Et je suis ravie de vous accueillir pour cette 5e édition de la remise des prix Megalicy Niedzielski pour les futurs journalistes. Cette année, nous avons une édition spéciale puisqu'il y aura 3 lauréats, contrairement aux 2 lauréats des éditions précédentes. 2 lauréats seront sélectionnés par le jury et un 3e qui recevra le prix du concours photo. C'est le prix du public. Alors évidemment, nous voulons tous savoir qui sont ces 3 lauréats. Mais avant de le découvrir, je vous propose de vous rappeler pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour rendre hommage à Antonio Megalicy et à Bartek Niedzielski. C'était des personnes qui incarnaient le journalisme de qualité et le combat pour lequel l'Union européenne se démène. Ces prix visent à faire passer leur flamme de journalistes à la génération suivante de jeunes journalistes qui montrent un attachement fort aux valeurs européennes. Je remercie au passage tout spécialement les familles, les amis et les proches de Antonio et de Bartek, qu'ils soient ici dans la salle ou qu'ils nous suivent en ligne. Bonsoir, bienvenue. Je vous propose de les applaudir. Alors, je vous propose un petit retour en arrière jusqu'en 2019. C'est en 2019 que nous avons organisé la première édition de cette remise des prix. Et une des lauréates était Tea Mihanovic de Croatie. Elle est reporter à la télé en Croatie et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est à côté de moi. Tea, si on discutait un petit peu. Tea, tu es la toute première lauréate de ce prix Megalicy Niedzielski. Comment est-ce que ce prix a changé ta vie? Alors à l'époque, j'avais 21 ans. C'était la première fois que je venais à Bruxelles. Pour le reste, j'habitais en Croatie. Je me souviens d'être arrivée à l'aéroport et j'ai appelé ma mère en lui disant ouais, j'espère que ça ira à Bruxelles. Et je dois dire que c'était un voyage absolument fabuleux pour une jeune fille de 21 ans. Et en fait, ce prix a changé ma vie parce que j'étudiais les sciences politiques et le journalisme, ce n'était qu'une option lors de mes études. Alors, j'ai fait la gestion de projet, la communication européenne, mais il y avait toujours quelque chose qui me ramenait vers le journalisme. Peut-être parce que les membres des familles d'Antonio et de Bartek ne s'en souviennent pas, mais j'ai discuté avec eux et ils m'ont expliqué ce que signifiait le journalisme pour Antonio et combien ils souhaitaient que je suive leurs traces. Donc voilà, c'est resté un des éléments de motivation principaux pour moi. Et à présent, je travaille pour la télé NO1, qui dépend du groupe CNN. Et j'ai une collègue dans la salle, un collègue dans la salle. Vous l'avez remarqué, nous avons sur la scène une brochette de jeunes journalistes. Est-ce que tu as un conseil à donner à ces jeunes journalistes en tant que professionnels dans ce secteur? Alors franchement, je ne me prends pas suffisamment au sérieux pour vous donner un conseil professionnel, mais si je suis là, cela montre qu'il suffit d'improviser, de sortir de sa zone de confort. En effet, lorsque j'étais jeune, je n'avais pas confiance en moi.
Et puis, à un moment, j'ai réalisé que j'étais ma propre ennemie, que je me focalisais sur mes propres erreurs que les autres ne voyaient pas forcément. Donc, je me mettais beaucoup trop de pression et je n'essayais pas de pousser toutes les portes. Et voilà, j'ai essayé de participer à ce projet. J'ai discuté avec d'autres finalistes qui ne s'attendaient pas à se retrouver sur la scène aujourd'hui. Si on sort de sa zone de confort, parfois il y a des choses fantastiques qui se passent. Merci beaucoup, c'est un excellent conseil que tu nous donnes là, Théa. Alors, nous avons parmi nous 9 jeunes journalistes talentueux, prometteurs, qui sont arrivés en finale. Donc, ils sont 8 à être arrivés en finale. Alors, ils ont été sélectionnés parmi 250 candidats de l'Union européenne et des pays voisins. Alors, avant de remettre les prix, il est important de discuter brièvement avec chacun d'entre eux. Alors, tout d'abord, je vais poser quelques questions à Albert Fonson. Albert, tu écris dans le domaine de la politique, de la criminalité et du droit. Et tu as écrit que tu voulais non seulement informer, mais également orienter le lecteur dans un monde qui devient de plus en plus complexe jour après jour. Que veux-tu dire par là? Alors, pour moi, l'essor des réseaux sociaux fait que le monde est de plus en plus complexe. Donc le journalisme ne consiste plus uniquement à informer le lecteur. Le journalisme, ça consiste surtout à orienter le lecteur afin qu'il trouve un sens dans l'actualité et dans les informations qu'il reçoit sur les réseaux sociaux, sur X, sur Facebook ou sur YouTube. Voilà. Merci, je pense que c'est tout à fait vrai. Une question très délicate maintenant. La situation du groupe H au niveau des qualifications pour la Coupe du Monde. Slovénie, Danemark, Finlande et Kazakhstan. Ils tournent autour de 12 ou 13 points, tous. Est-ce que tu penses, Albert, que le Danemark se qualifiera pour la Coupe du Monde ou pour l'Euro? Alors évidemment, c'est une question simple, mais évidemment que oui. Et je pense que nous sortirons premiers de la poule. Nous avons Rasmus Højlund, qui est un excellent footballeur et qui va continuer à marquer des goals les uns après les autres. Alors je dois vous admettre une chose, je ne connais rien du foot. Je ne pense pas avoir compris la question. Et en fait, je n'ai pas compris la réponse, mais j'ai encore moins compris la question que je vous ai posée. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à Albert et je vous propose de l'applaudir. Alors, Antonina Lozanova, qui nous vient de Bulgarie. Pas d'inquiétude, Antonina. Je ne vais pas poser de questions sur le foot. J'ai compris que tu étais membre d'un club photo pour les jeunes. Oui, effectivement. J'enseigne la photographie aux jeunes dans ma ville. On fait des ateliers, on se balade dans la ville. J'invite des profs et qui peuvent enseigner des choses intéressantes aux jeunes et les intéresser. Ce que j'espère faire un jour, c'est créer un centre audiovisuel complètement équipé qui permettra d'enseigner aux jeunes les filons de la photographie et les astuces du métier. Tu travailles pour une organisation de médias en Bulgarie occidentale et tu dis que tu écris des nouvelles positives. Alors, le nord-ouest de la Bulgarie est une des régions les plus pauvres d'Europe. Il y a des gens pourtant qui ont réussi de très belles choses et j'ai commencé à partager ces histoires. J'aimerais encourager mes concitoyens et leur faire comprendre que tout n'est pas perdu. Non, ils peuvent rester dans leur ville et se développer et s'épanouir en tant que personne. Moi, j'ai pris cette décision d'ailleurs de le faire. Et
Et je pense que c'est ça qui permettra à ma ville de s'améliorer et qui convaincra les jeunes de revenir. Je vous invite à applaudir chaleureusement Antonina, une personne très positive. Alors maintenant, Clara Morelli, qui nous vient d'Italie. Clara, tu travailles pour Real Media en Italie, tu fais des vidéos et ta dernière vidéo porte sur l'économie et les finances. Pas facile. Alors, quels sont les concepts, les éléments, les leçons importantes que tu as apprises et qu'il faudrait partager? Merci beaucoup pour cette question. Alors, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est comment gagner plus d'argent et comment fonctionne l'inflation. Alors évidemment, la question revient au pouvoir d'achat. S'il y a beaucoup d'inflation, on a l'impression d'avoir plus d'argent, mais en fait, on ne peut pas faire autant avec cet argent. Alors on me pose beaucoup cette question, donc voilà, c'est ça que je réponds. Alors maintenant, une question un peu sensible. Tu as terminé tes études avec la note la plus élevée. Quel était ton secret? Je ne sais pas. Je pense que les jeunes devraient arrêter d'être obsédés par la performance. Il faudrait profiter de l'apprentissage et essayer surtout de comprendre et puis d'être passionné par ce que l'on fait. Merci beaucoup. Je vous invite à applaudir notre spécialiste des finances, Clara. Ensuite, Emo Touré, qui nous vient de France. Emo, tu connais parfaitement deux langues très simples, le japonais et le coréen. Pourquoi apprendre une langue quand on peut en apprendre deux? Tu as travaillé et étudié en Corée. Ma question est de savoir ce que les journalistes européens peuvent apprendre des journalistes coréens. Merci pour cette question. Il ne faut jamais oublier que le journalisme coréen s'est développé dans un pays qui était une dictature il y a 30 ans. Le journalisme s'est vraiment développé rapidement et c'est impressionnant. Mais il y a une chose que nous pourrions apprendre d'eux, c'est comment ils font face aux catastrophes dans leur propre pays, comment les journalistes y font face. Et surtout, lorsqu'une catastrophe se présente, il y a également un soutien psychologique qui est accordé aux journalistes, ce qui n'existe pas en France. Les journalistes ne bénéficient pas forcément d'un soutien psychologique lorsqu'ils sont les témoins de catastrophes horribles. Merci. Tu es passionné de photographie et dans ton portefeuille, on trouve une série de portraits magnifiques. Quel est ton secret? Alors merci d'abord. N'oubliez pas qu'on prend l'histoire, on fait le portrait de quelqu'un, mais on raconte aussi son histoire. Donc il faut réfléchir à ce que l'on veut montrer en montrant le visage de cette personne. Il faut réfléchir aussi à l'environnement, à la manière dont on va composer le portrait. Est-ce qu'on va montrer ses émotions? Est-ce que la personne est heureuse? Si on réfléchit d'abord à l'histoire que l'on veut raconter, eh bien, le portrait sera bien plus beau. Merci beaucoup. Je vous invite à applaudir chaleureusement Emo. Maria Laetitia Konku, comme Emo, vous avez étudié à l'étranger, au Canada. Est-ce qu'il y a une approche différente pour ce qui concerne le journaliste entre le Canada et l'Europe? Merci de votre question. Oui, il y a des différences. Je pense, enfin, j'ai terminé mes études au Canada
et j'ai eu un emploi officiel là-bas. Grâce à ce travail au Canada, j'ai aussi été en contact avec le journalisme informel. C'est lié à l'ADN de Montréal, cela. J'écris en français, même si je me trouve de l'autre côté du globe. Et ainsi, je maintiens le lien avec mon pays d'origine. Merci. Vous avez dit que vous aimez lire des romans qui finissent bien. Vous ne voulez donc pas lire Anna Karenina. Quel est votre roman préféré? Ma réponse ne sera pas très originale. C'est Harry Potter, ma réponse. Je suis née avec elle et j'ai grandi bien sûr, mais Harry Potter m'a appris à être courageuse et de ne pas croire les gens qui disent qu'ils peuvent se subdiviser en sectes. Max Grière d'Espagne. Vous avez dit que vous vous intéressiez surtout aux élections européennes. Que peut-on faire pour que la participation des électeurs soit plus élevée l'année prochaine? C'est une discussion que l'on a menée souvent. Il y a des pronostics qui disent que la participation sera de 56%. En Espagne, c'était moins, en Slovénie plus, etc. Que pouvons-nous faire pour augmenter la participation? Nous pouvons naturellement financer les campagnes, mais je crois que pour accroître la participation, on verra le résultat plus tard, il faut réformer la façon d'élire les députés parce que je pense que ces élections se passent à l'écart des citoyens. Le système des candidats a été tué dans l'œuf. Chaque parti dorénavant a un candidat leader et la personne qui a reçu le plus de votes reçoit aussi un poste à la commission, etc. Bon. En 2019, le président du PPE, Weber, a participé aux élections, mais n'a pas été élu à la commission. Et puis, les listes nationales ont été détruites également. Les listes nationales permettent aux gens de voter, d'élire des gens de leur département. Et en dernier lieu, c'est une chose dont on m'a parlé il y a peu de temps, mais qui ne fonctionnerait pas. Mais il serait intéressant que dans chaque pays, on puisse avoir la possibilité d'élire directement son commissaire. Les commissaires actuellement sont proposés par les États membres. Mais si chaque pays avait un candidat leader et s'il était possible par après d'élire cette personne comme commissaire, bon, nous avons beaucoup de candidats aussi qui ne pourraient pas bien travailler ensemble. J'aime beaucoup votre pensée qui alimente le débat. J'aimerais vous poser une question. Votre chose préférée, c'est les gens, le soleil, les chiens et Copenhague. Est-ce que c'est dans cet ordre-là? C'est peut-être un peu hors contexte.
Lorsque je rencontre quelqu'un, je ne demande pas ce qu'il préfère dans le monde, parce qu'il y a toujours un contexte à respecter. Il n'y a pas d'ordre non plus dans mes préférences. Elles changent tout le temps. J'explore des villes, j'explore l'Europe. Oui, des frites par exemple, oui, et je suis dans le pays parfait pour les déguster. Le soleil, j'ai besoin de soleil, oui. Lorsque vous êtes à Bruxelles, même si le temps est très beau pour le moment, mais bientôt il ne sera plus aussi beau. Voilà. Il y a de très bonnes frites à la place Jourdan qui pourront ensoleiller votre cœur. Une personne n'est pas sur la scène, c'est Nicole Beliasova. Avec Emo et Sarah, elle participe à un concours photographique pour le 3e prix. Elle vient de la République tchèque. Elle adore l'Espagne et la langue espagnole et elle est également diplômée dans les soins d'urgence. Elle ne peut pas être ici aujourd'hui, mais je vous demande de l'applaudir. Nous passons à Olena Martiniuk d'Ukraine. Votre travail a montré la vie difficile en Ukraine. Vous avez montré des soldats traumatisés, etc. Parlez-nous de votre expérience. Qu'est-ce que vous avez appris? Je travaille pour des personnes déplacées dans le contexte de la guerre. Ce que j'ai vu, c'est d'abord d'être très fier de ce pays. J'ai vu des personnes qui évacuaient les lieux de Mariupol, de Kherson, etc. J'ai vu beaucoup de courage et beaucoup d'amour. J'ai vu beaucoup d'amour, c'est la chose la plus importante. Beaucoup d'amour qui atténue la douleur des pertes. Mais ce que j'ai ressenti le plus, c'est la fierté. Vous travaillez dans un environnement horrible et on dit parfois que les gens sont beaux de par leur âme. Est-ce que vous pouvez en parler? Comme je l'ai dit précédemment, des personnes ordinaires sont devenues très courageuses. J'ai rencontré des gens qui ont perdu tout et qui sont rentrés dans le pays pour participer aux évacuations et pour aider. Et c'est très beau. Souvent, on ne voit pas ça dans la vie quotidienne, mais cela reste avec vous dans chaque chose que vous entreprenez. Il ne s'agit pas seulement de beauté, mais de gratitude. Et je pense que les gens, lorsqu'ils deviennent héros, cela signifie qu'il y a eu un écroulement de tout. Sarah Fachko de Croatie. Vous avez participé au concours photographique, mais vous êtes aussi à la radio de Pula.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces radiophoniques pour maintenir l'intérêt des écouteurs? J'ai travaillé pour un show d'étudiants. Vous pouvez intéresser l'audience par l'intermédiaire des réseaux sociaux en leur faisant écouter des chansons qu'ils aiment ou bien en racontant des histoires, notamment ce qui se passe dans le studio. Vous pouvez aussi distribuer des tickets gratuits pour assister à des événements. Il faut naturellement chez nous être bref. 5-6 minutes sont notre temps de passage. Autre question difficile. Vous nous avez dit que vous avez un hobby, c'est-à-dire la pêche sous-marine. Il faut se préparer. Il faut vérifier l'équipement. Il faut que tout l'équipement soit en ordre. Pour la plongée, vous devez penser à la respiration. Vous devez communiquer avec vos collègues. Mais vous ne pouvez pas communiquer par l'intermédiaire d'un micro. Vous devez communiquer lorsque vous êtes dans l'eau par les mains. Vous devez toujours être préparé à des changements. La situation peut changer dans la mer comme dans le studio et il faut pouvoir s'adapter. Et je pense aussi à la sécurité lorsque l'on fait des reportages en rue. Nous avons donc 9 personnes. Avant de vous dire qui sont les lauréats, je voudrais inviter le commissaire Ferreira ainsi que M. Obaji pour qu'ils viennent à la tribune. Commissioner, welcome. Madame la commissaire, bienvenue. Je vous invite à prendre la parole. Alors tout d'abord, je suis ravie de vous rencontrer tous et toutes. Vous êtes brillants, drôles, intelligents et franchement, j'ai écouté vos propos avec beaucoup de plaisir. Deuxièmement, le fait de vous mettre en exergue, c'est la meilleure chose que nous puissions faire pour rendre hommage à ces deux grands journalistes qui malheureusement ne sont plus parmi nous physiquement. C'est une manière de perpétuer leur présence, le souvenir que nous avons d'eux et de faire en sorte que leur travail ne soit pas oublié. Et je suis ravie de constater que ce que nous avons fait en 2019 a comme conséquence que des jeunes sont encouragés à travailler sur leurs talents. Et je suis ravie que ça fonctionne. Alors j'ai décidé de vous présenter une citation d'un lauréat d'un prix Nobel qui nous dit qu'il faut toujours prendre parti parce que le silence aide l'oppresseur et jamais la victime. Je crois que c'est un beau message, surtout pour les jeunes. Il faut être courageux parce qu'il faut de la visibilité. Alors la visibilité, elle est parfois inconfortable, mais elle va de pair avec la vérité. Et on connaît tant d'exemples d'affaires qui ont été sorties de l'ombre et en attirant l'attention sur ces choses,
on permet aux gens de comprendre ce qui se passe dans le monde. En fait, on a tendance à craindre les puissants de ce monde. Ou plutôt, les puissants de ce monde ont peur de ceux qui parlent tout haut, qui dénoncent certaines choses. Donc continuez à parler haut et fort, continuez à montrer ce qu'il faut montrer afin que nous prenions tous les bonnes décisions, des décisions qui sont bien réfléchies, qui sont bien des décisions et que je pense que vous devez continuer à mettre en exergue des décisions qui sont prises à cause d'intérêts sous-jacents qu'on ne veut pas dévoiler. Alors, compte tenu du contexte, je voudrais me limiter à quelques observations. Je crois que nous vivons une époque très difficile. Et le travail que vous faites et la manière dont vous le faites sont tout à fait pertinents. Je tiens à souligner que, quoi qu'il se passe, nous sommes convaincus qu'il faut continuer à aider les populations courageuses qui luttent en Ukraine. L'Ukraine, c'est juste à côté de chez nous. Et les événements qui se passent là sont dramatiques. Alors, il n'y a pas qu'en Ukraine qu'il y a des événements dramatiques, mais il faut les aider. Pour le reste, outre la volonté de mettre à l'honneur des jeunes, nous avons proposé une législation sur la liberté des médias à l'Union européenne parce que nous estimons que d'ici à la fin de notre mandat, nous obtiendrons l'approbation du Parlement européen et j'ai un député du Parlement européen à ma droite. Il dirige la commission Regi et il reste toujours vigilant. Je pense que le Parlement devra se positionner au sujet de ce projet de législation et le Conseil aussi. Je crois que nous devons prendre des mesures législatives pour protéger la liberté des médias, le pluralisme des médias face à l'interférence politique. Et nous devons aussi veiller à ce que la presse bénéficie de financements stables et que la presse puisse aussi être libre. Nous devons prendre des mesures pour protéger les journalistes du harcèlement, y compris lorsqu'il s'agit de procédures judiciaires que lancent des personnes puissantes et riches simplement pour intimider les journalistes. Et troisièmement, au niveau de la politique de cohésion, et j'aimerais attirer votre attention sur notre nouveau directeur général, Thémis, qui est très actif et qui est à ma gauche. Elle gère une excellente équipe au sein de la DG Régio. Mais au niveau de la politique de cohésion, nous allons continuer à soutenir le journalisme indépendant. Ces 6 dernières années, nous avons aidé 150 organisations de médias en leur donnant au total 35 millions d'euros. Et aujourd'hui, je suis fière de vous annoncer, et je souhaitais que vous le sachiez, je souhaitais vous annoncer que nous lançons notre 7e appel à propositions ou à travaux qui viennent de journalistes. C'est la 7e fois que nous lançons cet appel. Il s'agit de subventions qui montent jusqu'à 300 000 euros et qui pourront être versées pour des articles de presse ou des travaux de médias, donc que ce soit à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Nous voulons simplement attirer l'attention sur la politique de cohésion, sur le développement régional.
Vidin, c'est une ville très belle. On sait qu'il y a un très beau château, mais je sais qu'il faut aussi beaucoup de temps pour arriver dans cette petite ville de Vidin. Mais on peut faire tellement de choses. Donc il faut aussi attirer l'attention sur d'autres régions. Mais comme je le disais, en matière de politique de cohésion, les critiques sont les bienvenues aussi. Vous pouvez attirer l'attention sur ce qui fonctionne, mais également sur ce qui pourrait fonctionner mieux, afin que nous puissions nous améliorer. Et ça, c'est une excellente chose. La date butoir pour les candidatures a été fixée au mois de janvier. Si vous souhaitez davantage d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre site web. Mais je souhaitais simplement vous informer afin que vous ayez connaissance de ce projet et vos amis aussi. Je conclurai en vous encourageant tous à parler haut et fort lorsque vous constatez des oppressions, lorsque vous constatez des injustices aussi, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est vraiment nécessaire pour ceux qui brisent le silence et pour ceux qui disent la vérité, eh bien tout cela sont vraiment indispensables aux quatre coins de l'Europe. Et c'est ainsi que nous rendrons hommage à Antonio et Bartek. C'est ainsi que nous pourrons créer un avenir libre et démocratique. Et c'est un engagement que nous devons prendre au nom de l'Europe. Nous comptons sur vous qui êtes des journalistes jeunes, talentueux et courageux. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis également d'accueillir M. Omarjee, qui est député européen et qui est président de la commission Régio. Merci beaucoup. Je vais apporter un peu de diversité et de diversité linguistique surtout dans cette discussion. Permettez-moi tout d'abord d'honorer la mémoire d'Antonio et Bartek, de saluer les familles ici présentes. Et Antonio et Bartek avaient deux qualités qui, je crois, sont les vôtres. Ils avaient un esprit européen très, très affirmé et ils étaient fort courageux. Et lorsque nous pensons à eux ce soir, nous pensons également à tous les journalistes qui sont aujourd'hui sur des théâtres d'information extrêmement difficiles, vous l'avez dit, Madame la commissaire, en Ukraine et aussi en Israël et en Palestine. Et tous ces journalistes nous montrent que vous allez devoir avoir beaucoup de courage dans la carrière qui vous attend. Si je peux me permettre de vous donner quelques conseils, bien que vous aurez à vous méfier des conseils des politiques, je veux vous dire qu'être journaliste, c'est avoir un souci permanent de la vérité. Et nous sommes dans un moment où jamais il n'y a eu autant de circulation de l'information. Les informations circulent à la vitesse grand V, mais ce dont nous avons besoin et ce dont la démocratie a besoin, ce sont des informations fiables par rapport aux fake news qui circulent en permanence. Et au final, c'est vers les journalistes qu'on se retourne pour avoir une véritable information. La deuxième chose, c'est que l'Union européenne serait une démocratie imparfaite si les journalistes n'étaient pas pleinement indépendants. Mais l'indépendance des journalistes, bien sûr, elle doit s'inscrire dans le droit. Nous devons, nous tous, y veiller. Mais vous avez, vous aussi, en main votre indépendance. Et vous devez jamais ne céder devant les pressions et toujours pousser le pouvoir
dans ces retranchements, un peu comme le fait parfois les députés de l'opposition qui poussent évidemment l'exécutif dans ces retranchements. La démocratie, elle fonctionne ainsi. La troisième chose que je veux vous dire, c'est que Madame la commissaire, Madame la directrice générale et moi-même, nous aimerions beaucoup évidemment qu'on parle plus d'Europe, plus de la politique de cohésion, que celle-ci soit mise en valeur à la hauteur de ce qu'elle apporte aux citoyens européens, parce que nous sommes quand même très tristes de voir que dans les pays, ce sont toujours les discours anti-européens qui souvent dominent le débat. Mais là encore, vous n'avez pas à être des relais d'information des institutions. Et je pense qu'en faisant bien votre travail, vous verrez combien la politique de cohésion est une belle politique de solidarité pour un objectif d'égalité. À vous toutes et tous, je vous souhaite une belle carrière. Et si vous êtes ici ce soir, je pense que vous en prenez déjà le chemin. Merci. And then I'm also very happy that we have with us Mrs. Christophidou. Nous avons également Madame Thémis Christophidou, directeur général de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne. Chers collègues, chères familles d'Antonio et de Bastec, Madame la commissaire, Mesdames, Messieurs, une presse indépendante est absolument essentielle pour le projet européen. Beaucoup de choses ont été dites à ce propos. Au cours des années passées, c'est devenu de plus en plus clair parce que nous devons lutter contre la désinformation. En répondant à ces défis, les journalistes comme vous jouent un rôle important pour informer, pour critiquer et stimuler le débat. Vous écoutez, nous remplit d'espoir. Vous êtes jeune, vous êtes talentueux et vous avez déjà réalisé des choses pour lesquelles vous pouvez être fiers. Vous avez entamé une voie qui n'est pas facile. Comme l'a dit Madame la commissaire, il est de notre devoir de vous soutenir. Nous le faisons avec les moyens du bord, c'est-à-dire le financement et chercher des opportunités. Nous finançons des écoles de journalistes en Europe. Et nous espérons qu'ainsi les futurs journalistes pourront sur la base d'informations, couvrir les thèmes importants. Les institutions européennes voudraient aussi que les responsables politiques soient au courant. Avant d'entamer la soirée, je voudrais encore dire quelques mots concernant le concours photographique. Une photo montre la construction d'un centre de compétences, un autre un centre de formation médicale et une autre photo montre un projet agricole. On dit souvent une image montre la situation mieux que 1000 mots et on ne pourrait pas dire mieux. Les trois photos mettent en évidence les problèmes auxquels nous sommes confrontés et que nous devons résoudre ensemble. On voit ainsi que les projets ont besoin de beaucoup de temps et de ressources, mais cela se passe néanmoins dans l'Union européenne. L'Union européenne a été construit avec chaque brique que l'on a apportée à l'œuvre. Tous les journalistes consacrent leur vie en communiquant au sujet de l'Europe et au sujet des valeurs européennes. Thank you very much. Merci beaucoup. Bien.
Alors, c'est le grand moment. Nous allons maintenant découvrir qui sont les 3 lauréats. Madame la commissaire, Monsieur Omarjee et Madame Christofoulou vont annoncer les lauréats. Madame Ferreira, pouvez-vous annoncer le premier lauréat pour le prix Megalitsi de cette année? Le premier lauréat du prix Megalitsi Nedzinsky de 2023 vient d'Ukraine. Il s'agit de Olena Martiniuk. But I told you we have 3 winners today. Nous avons 3 lauréats aujourd'hui. Monsieur Omarjee va maintenant annoncer le deuxième lauréat. Vient de Bulgarie, Antonina Lozanova. Bravo. And now, ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, le troisième lauréat sera annoncé par Madame Christofoulou. Le troisième lauréat vient de Croatie. Il s'agit de Sara Pastou. also my very, very warm congratulations to the winners. Félicitations très chaleureuses de ma part aux lauréats. Ne partez pas encore, j'ai une série de questions à vous poser. Les lauréats vont recevoir un appareil photographique et un voyage en 2024. Alors, la question est, où allez-vous aller et pourquoi? J'aimerais visiter l'île Lett en Slovénie. C'est une très belle île. Thank you. Okay, me. Sorry, I'm still under impression. Well, I would really like to see. J'aimerais voir la Suède et le Danemark. Oui. Parce que j'ai une certaine obsession, le vélo. Well, for me, it's definitely Croatia, so I hope that you take me around. Moi, je voudrais aller en Croatie. Et j'espère que vous me la ferez visiter. And still one question I would like to ask each one of you. J'aimerais poser une question à tous. Nous avons sur la scène des personnes importantes, directeur général, commissaire, etc. Et je pense qu'il faudrait leur faire passer un message. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces personnes importantes? As you already know, I'm from Ukraine. Je viens d'Ukraine. It was paid a very high price.
nous payons un prix très élevé et ce prix augmente chaque jour. La lutte va continuer. Nous faisons tout pour avoir un avenir, mais nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de vous. Nous sommes des Européens et j'espère que nous ferons partie de l'Union européenne, mais nous avons besoin que vous écriviez à notre sujet. Soutenez-nous de toutes les façons. Nous pouvons donner quelque chose à l'Union européenne. Nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous. La Croatie est un jeune membre de l'Union européenne et je pense que j'aimerais vous remercier au nom de l'ensemble de mon pays de me donner cette belle occasion de continuer à travailler. Et s'il vous plaît, continuez à remettre ces prix l'année prochaine et les années suivantes afin que des jeunes puissent à nouveau venir à Bruxelles pour les décrocher. Merci, merci. Bon, il est difficile d'intervenir en dernier lieu, mais sachez que l'ouest de la Bulgarie a besoin de votre aide. Nous en recevons déjà, mais il y a de nombreux jeunes qui rentrent chez eux. Nous voulons faire changer la situation et améliorer le sort de notre région en Bulgarie. Merci. Bien, mesdames et messieurs, sur ces paroles importantes et tout aussi inspirantes, cette cérémonie de remise des prix Megalitsi et Niedzielski arrive à sa fin. Mais sachez que la meilleure manière de rendre hommage à Antonio et à Bartek, c'est faire ce que vous faites au quotidien, défendre l'excellence dans le journalisme et vous battre pour les valeurs que l'Europe défend chaque année. C'est quelque chose que font les jeunes qui sont sur la scène depuis un certain temps et qu'ils vont continuer à faire. Et je les remercie énormément pour tout cela. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Pour ceux qui sont ici physiquement, j'espère vous voir à la réception tout à l'heure. Je vous remercie et j'espère vous revoir très bientôt.